Et c'est vrai que l'esprit de la méditation, c'est avant tout, et au départ, lâcher l'objectif, lâcher l'ambition, simplement être pour l'instant, sans courir après quoi que ce soit. Se donner un moment, vous voyez, où on lâche tous les projets, toutes les préoccupations, on les lâche momentanément. Et on n'a aucun but. On n'a aucun but, ce qui fait qu'on est disponible pour tout. On est complètement disponible pour des choses qu'on ne voit pas habituellement, parce que les chiens qui couraient après le lapin, ils voyaient que le lapin. Ils étaient complètement... leur ambition, si vous voulez, rétrécissait leur champ de vision. Alors que là, il y a un aspect, vous voyez, de non-ambition, donc du coup de disponibilité très très vaste, pour des tas de choses qu'on ne voit pas habituellement. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la méditation. Alors, bien sûr, il y a la technique que je vais vous expliquer maintenant. Mais avant la technique, l'esprit est vraiment le point capital. Okay. Alors maintenant, pour ce qui est de comment faire, hein, comment on fait concrètement, comment ça se passe. Eh bien, il y a une très belle définition du fondateur de la méditation laïque, Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, c'était un Américain qui, dans les années 80, a pris la sagesse bouddhiste et puis en a extrait un protocole laïque. C'est-à-dire qu'il a enlevé tous les aspects rituels et religieux du bouddhisme traditionnel. Et il a pris le cœur vraiment de la connaissance de l'esprit du bouddhisme et il a créé un protocole de pleine conscience complètement laïque et qu'il a fait valider par les neurosciences, des études de neurosciences et de médecine, et qu'il a commencé à introduire aux États-Unis à très grande échelle. Ça s'appelle la MBSR, réduction du stress basé sur la pleine conscience. En anglais, c'est Mindfulness Based Stress Reduction, et qui a maintenant beaucoup de succès un peu partout. Et donc Jon Kabat-Zinn lui disait la méditation, c'est une attention délibérée dans l'instant présent et sans jugement. Hein, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai proposé de faire ce matin au début de la marche, c'est d'être complètement attentif à l'instant présent. Alors l'instant présent, ça peut être ce qu'on voit, ce qu'on ressent, voilà, tous les objets des sens, toutes les perceptions, tout ce dont on peut faire l'expérience dans l'instant. Être attentif à cette expérience de l'instant présent et sans jugement. C'est-à-dire qu'on ne va pas la juger. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ce matin là, en partant, je vous ai dit, si vous avez des émotions qui montent ou des sentiments, laissez-les couler. Mais dites-leur oui, accueillez-les. Et ça, c'est un point clé, vous voyez, c'est l'attention de l'instant présent et aussi l'accueil inconditionnel de l'expérience. Vous savez que nous, on passe beaucoup de temps à essayer d'être différent de ce qu'on est. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on passe son temps à ruminer dans nos têtes que ça serait bien si on était plus ceci ou moins cela, et comment faire pour ça, et est-ce que les gens s'en aperçoivent, et quelle image on donne. Enfin, il y a tout chacun a sa propre version, mais il y a quand même une sorte de disque là qui tourne. Et le fait de pouvoir, à un instant donné, accueillir l'expérience, même si elle est imparfaite, même si elle est ce qu'elle est, eh bien ça change tout. En fait, Christophe André, qui est comme vous le savez sûrement, un des principaux interprètes de la pleine conscience en France, qui est psychiatre, qui travaille sur la dépression, il obtient d'excellents résultats sur les rechutes dépressives. C'est-à-dire des gens qui ont eu un épisode dépressif, qui ont une rémission, et puis pour éviter qu'ils retombent, ce qui est très souvent. En fait, il y a 67% de rechutes dépressives, quand on a déjà eu un épisode. Et pendant les rémissions, il propose un protocole de pleine conscience et il diminue de moitié les rechutes dépressives. Il n'y a plus que 34% de rechutes dépressives. Et pourquoi ? C'est parce que selon Christophe André, la cause racine de la dépression, c'est de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. De ne pas s'accepter comme on est. De ne pas simplement accepter la réalité telle qu'elle est. On veut tellement que ça soit autrement qu'on déclenche des ruminations et des pressions, on se met une pression folle, ça déclenche des ruminations mentales à l'infini. Donc, le côté, l'attention délibérée dans l'instant présent et sans jugement est super intéressant. Super intéressant pour soi-même. Moi, ça m'arrive, quelquefois, par exemple, d'être en marche comme ça, tout d'un coup, j'ai un souvenir qui me donne une nostalgie, ou qui me donne un regret, ou quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi, les émotions. Eh bien, évidemment, ma première réaction, c'est de me mettre à y penser, et
juste à l'instant d'après, je me dis, bon, ben, laissons couler. C'est juste une émotion, c'est juste une vague, c'est juste un passage. Et donc ça permet de gérer, en réalité, ça permet de ne pas se paniquer quand on a des états difficiles, quand on traverse des états difficiles. Ça permet en fait d'avoir un protocole qui permet de les traverser, tout simplement. De les laisser passer, de les traverser. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les pensées, les émotions, c'est comme des vagues qui montent et puis qui repartent. Alors maintenant, concrètement, comment ça peut se pratiquer? Comment tu es amené à arriver là? Ah oui, tiens, j'ai pas dit comment j'étais arrivé. Eh ben, c'est facile, il y a un chemin, ça fait 300 mètres de dénivelé, ça met 1 heure. C'est très sympa. Dans les sapins, c'est très beau. C'est ça, non, la question. Oui, comment j'en suis arrivé là? Bonne question. Eh bien, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai fait des études scientifiques de physique théorique et de mathématiques. Je voulais être chercheur, en fait, en astrophysique au départ. Et puis un peu avant de faire une thèse, j'ai complètement arrêté parce que j'ai rencontré des grands maîtres tibétains proches du Dalai Lama. Et ça m'a donné envie, c'est un peu comme ce qui est arrivé à Mathieu Ricard. Bon, j'ai vraiment eu envie d'approfondir cette sagesse bouddhiste, et beaucoup plus finalement que de faire de la recherche pure à un niveau très élevé scientifique. Donc j'ai bifurqué tout en restant enseignant en scientifique et en vivant une vie d'occidental normale, quoi, enfin actif, disons. Eh bien, je me suis mis à traduire pour ces maîtres, à être interprète. C'est les grands maîtres qui étaient proches du Dalai Lama, ceux qui sont venus en exil à cause de la diaspora tibétaine. Et pendant une trentaine d'années, en fait, j'ai pratiqué tous les jours. Je me suis mis à enseigner la méditation bouddhiste et en essayant de voir comment ça pouvait marcher dans la vie, en famille, en couple, professionnellement. Et je me suis aperçu au cours des années que ça me faisait un bien fou. Mais ça m'a pris du temps. J'ai vu le bienfait année après année, si vous voulez. C'est pas semaine après semaine, c'était année après année. J'ai senti qu'il y avait quelque chose pour moi qui se déployait. Vraiment un déploiement de tout ce que je pressentais qui était possible en moi, mais quelque part qui fleurissait pas. Vous savez, je ne sais pas si vous avez cette sensation, vous, quelquefois, d'avoir comme une fleur en vous qui n'arrive pas à vraiment s'épanouir, qui n'arrive pas à rayonner, qui est là, mais qui est un peu comprimée, finalement, et c'est très frustrant. Quelquefois, on a des choses à donner, on n'arrive pas à les donner. On sent qu'il y a un potentiel de créativité, d'amour, de plein de choses, plein de choses. Puis quelque part, ça reste. Et j'ai senti que progressivement, ça avançait. Donc j'étais très content du coup de ça. Et j'ai voulu le partager. Puis il y a quelques années, j'ai quitté vraiment le bouddhisme tibétain parce que je trouvais que c'était beaucoup trop religieux et ritualisé pour l'Occident. C'était pas du tout adapté en fait, cette forme, cette culture, cette tradition. Et donc maintenant j'enseigne ça sous forme d'une sagesse laïque et en lien avec la science aussi. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle Science, méditation et pleine conscience, où je fais des ponts entre neurosciences, physique quantique et pleine conscience. Donc voilà comment j'en suis arrivé là, ça va. Et maintenant je suis là et je suis très content d'être là. Et alors maintenant, je vais vous expliquer quelques petits trucs sur comment on pratique, si vous voulez, comment ça peut marcher. C'est ça? Oui. Ok. Alors, l'idée de base, le principe de la pleine conscience de base, c'est de prendre un objet d'attention et de rester attentif. Par exemple, vous pouvez prendre votre souffle et suivre le souffle. Ou alors, vous pouvez être attentif à vos pas. Vous pouvez être attentif au paysage. Vous pouvez être attentif au son, comme on l'a fait dans la petite clairière tout à l'heure. Je vous ai dit, soyez attentif au bruit de la montagne. Vous asseyez. Donc, vous prenez un objet d'attention. Et puis, évidemment, inévitablement, au bout de quelques secondes, on va se mettre à penser à 10 000 trucs. Donc là, quand on s'aperçoit qu'on est qu'on a quitté complètement l'attention, eh bien, on revient, tout simplement. Au moment où on s'aperçoit qu'on est distrait, on revient à l'objet d'attention. Alors ça, c'est beaucoup plus facile quand on a des pratiques guidées. C'est pour ça que, là, maintenant, on trouve énormément de pratiques guidées, de CD de pratiques guidées de méditation, et c'est une très bonne chose, parce que c'est beaucoup plus facile de suivre une voie que simplement de rester attentif quand on est en silence complet tout seul. Ceci dit, c'est bien sûr aussi l'idéal. Voilà, et donc ça, et alors maintenant vous allez me dire, mais il y a des pensées qui s'élèvent sans cesse. Et en laissant traîner mon oreille sur le chemin, j'ai entendu des gens qui disaient, bon, de toute façon la méditation c'est pas pour moi, j'arriverai jamais à faire le vide. Et je lui ai dit,
j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Vous êtes vraiment triste d'avoir un esprit vide. Vous savez que la nature a horreur du vide, Pascal, et la méditation a aussi horreur du vide en fait. Et l'esprit, il est infiniment créatif. L'esprit, c'est que la conscience, elle est continuellement... Vous savez que le cerveau, même dans le sommeil le plus profond, fonctionne sans cesse. Donc la production d'événements mentaux, je veux dire, elle est totalement incessante et elle est très bien comme ça. La différence, c'est qu'en méditation, vous n'allez pas vous impliquer, suivre les pensées et les émotions. Vous allez les laisser passer. Alors là, vous avez une image pour vous faire comprendre ça. Vous vous mettez sur une grande avenue d'une grande ville, à la terrasse d'un café. Il y a beaucoup de voitures qui passent, de piétons qui passent. Et vous êtes là et vous voyez tout ça passer et ça ne vous pose aucun problème. Vous n'avez pas fixé chaque voiture comme ça ou chaque piéton comme ça. Il y a des gens qui le font, mais c'est décommandé. C'est pas recommandé, déconseillé. Et au contraire, vous pouvez très bien avoir beaucoup d'agitation et laisser couler ça, et il n'y a aucun problème. C'est comme la nature. La nature, elle est infiniment créative, infiniment... Il y a plein de choses qui se passent dans la nature sans cesse. Et en même temps, ça peut être très paisible. Hein, donc, il ne s'agit pas d'essayer de ne plus avoir de pensée. Il s'agit d'être légèrement attentif à un objet, sans but, voilà, d'une façon très détendue. Et s'il y a des pensées qui s'élèvent, on les laisse passer. Et on revient à l'objet. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quelquefois, c'est facile à faire dans des environnements merveilleux. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui quand Sandrine m'a invité à cet événement, parce que c'est une des meilleures situations pour introduire la méditation. Vraiment, je suis beaucoup mieux à proposer une séance de méditation comme celle qu'on a faite ce matin ou qu'on va faire demain, ici, que à l'intérieur d'un bâtiment fermé. C'est infiniment plus propice. Mais en même temps, la méditation, ça peut se pratiquer partout. Partout. Et ce qui est intéressant, je vais vous raconter une expérience personnelle aussi, qui m'a beaucoup touché là-dessus, qui s'est répétée plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, même de nombreuses fois, d'avoir une nouvelle un peu difficile, ou alors un problème difficile à résoudre. Brusquement, il y a une nouvelle, et on a un vrai problème sur les bras, quoi, qui est difficile, ou qui est chargé émotionnellement. Bon. Et moi, ma première réaction, comme tout le monde, c'était de tourner en rond chez moi, de téléphoner à tout le monde, ou de taper sur mon ordinateur un peu impulsivement, etc. Chercher des solutions, d'avoir d'essayer d'inventer 10 000 scénarios possibles pour résoudre et tout. Et puis à un moment, comme chez moi, j'ai toujours un coussin là, qui est là, sur un petit tapis dans mon salon. Donc à force de tourner dans l'appartement, on finit par voir le coussin. Je me dis, tiens, ça serait pas bête peut-être de s'asseoir, ça serait peut-être le bon moment de faire une petite méditation. Et je me souviens vraiment d'une fois où je m'étais assis. Alors, en quelques minutes, les choses se sont posées. J'ai lâché, quoi. Je me suis dit, mon problème, je le résoudrai plus tard. Pour l'instant, je prends un moment de silence. Et je me rappelle, donc il y avait un calme, mais dans ce calme, il y avait comme une évidence. Il suffit de faire comme ça, en fait. La meilleure ligne de conduite, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, c'était pas vraiment des pensées, c'était une sorte de connaissance naturelle. Vous voyez, et ça m'a beaucoup impressionné, parce que je me suis aperçu que la méditation, c'était pas juste le calme mental. Il y avait vraiment une capacité de connaître une intuition, ou vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En fait, l'esprit profond connaît beaucoup de choses. Le corps aussi connaît beaucoup de choses. Mais nous, avec notre façon de ruminer les idées dans notre tête, on crée un brouillage qui fait qu'il n'y a pas de clarté. Et dans cet espace de méditation, en fait, tout d'un coup, il y a eu une sorte de clarté. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que j'ai résolu mon problème, mais ça veut dire que j'ai vu clairement le chemin. Ça m'est arrivé en montagne aussi une fois. En montagne, j'étais sur une crête, là, dans les écrins, et puis je ne savais pas où c'était, quoi. Il y avait plein de petites brèches et tout, et on est quand même à 3007, donc c'était un peu embêtant. Et à force de tourner avec le copain, on s'est dit, tiens, on va faire 5 minutes de méditation. On s'est assis sur un petit rocher, là. Voilà. Et puis quand on s'est relevé, je ne sais pas ce qu'on a vu, mais on a vu une trace, un truc, on l'a pris, c'était ça. Et ça arrive très souvent quand on médite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une sorte de clarté, de discernement qui fait que
on sent la voie de moindre résistance, la meilleure solution, sans effort, ça s'ouvre. C'est comme dans une relation. Vous pouvez passer des jours à vous engueuler, hein, mais à un moment, si on décide de lâcher, qu'on se met dans un autre état d'esprit, quelquefois on trouve une solution qui était sous notre nez. C'est pour ça qu'on prend des médiateurs, souvent c'est pour nous aider à faire ça. Hein, donc en couple, ça sert beaucoup aussi, vraiment. Ça sert vraiment beaucoup. Hein. L'idée de dire, tiens, moi je sais quand ça commençait à monter avec ma femme, par exemple, mon ex-femme, souvent il y en avait un des deux qui disait... Ouais, ce qui est intéressant, c'est l'ex, en fait. Ça a quand même marché 25 ans, écoutez, c'est pas si mal, merde. Ça aurait pu marcher 3 jours. Et en plus, on est restés de très bons amis, justement. Précisément. Et faudra que je présente les choses différemment la prochaine fois. Alors, si vous voulez connaître les bienfaits de la méditation, ça vous permet de bien vous entendre et aussi de bien vous séparer. Voilà. Donc, comme ça, c'est bien, vous avez le choix et tout se passera bien dans les deux cas. C'est ça l'idée. Et alors, qu'est-ce que je racontais? Oui. Eh bien, il y a toujours un qui se disait, tiens, je vais aller... bon, là, il faut couper. Je vais aller dans ma chambre faire un moment de silence ou voilà, couper, quoi. Et c'est vrai que, bon, ça crée un espace qui fait que quand on revient, on n'est pas pareil, quoi. Le fait de laisser retomber l'énergie, ça sert beaucoup. Parce qu'en fait, la pleine conscience, je trouve que ça nourrit, moi. Tu as rien que regarde, tu es en pleine conscience dans un paysage comme ça, tu passes une matinée à monter sur ton chemin en pleine conscience, bon, il y a une expansion, quoi. Si tu passes ton temps à ruminer ton problème, même sur un beau chemin comme ça, tu peux rester enfermé toute la journée. Donc, et ça m'est arrivé plein de fois. La pleine conscience, et on n'a pas besoin d'être devant le Mont Blanc. Dans la pleine conscience, ce qu'on appelle le miracle de l'ordinaire. Par exemple, il y a un maître vietnamien, Thich Nhat Hanh, qui disait « Le miracle, c'est pas de marcher sur l'eau ou sur le feu, c'est de marcher sur la terre. » C'est une très belle phrase qui donne bien le ton. Vous voyez, boire une tasse de thé avec un ami, je sais pas, enfin, juste regarder une fleur, marcher, tout simplement, avoir le bonheur de marcher, d'être capable de marcher. Il y a plein de petits miracles comme ça dans la vie. Il y a beaucoup de cadeaux, en fait. Et cela, en général, vu la culture du mécontentement qu'on a en France en particulier, qui est une sorte de sport national, eh bien, du coup, on occulte complètement ce côté un petit peu magique, magie de l'ordinaire, beauté de l'ordinaire. Et ça, la pleine conscience, ça aide beaucoup. Et du coup, ça aide aussi dans nos relations, parce que du coup, comme on est nourri, évidemment, on est plus agréable aussi. Moi, j'ai vu vraiment des gens changer grâce à ça. Donc ça, tu vois, c'est un bienfait, je veux dire, bien quotidien, quoi. Vraiment ça. Et puis le deuxième bienfait vraiment très quotidien, pour moi, c'est d'accueillir mes états mentaux comme ils viennent, quoi. D'arrêter de me dire, je devrais être... voilà, faut que j'arrête d'être ceci, faut que je positive, faut que je machin, faut que je truc. Non, on a le droit d'être comme on est. Et ça, c'est vraiment un soulagement incroyable. On a le droit d'être comme on est. Il y a une espèce de... disons, moi je pense que la principale cause de stress, c'est pas l'agitation, c'est le fait de se mettre la pression pour être différent de ce qu'on est. C'est vraiment un truc, c'est obsessionnel, quoi. Et quand on peut se permettre d'être comme on est, alors là, c'est vraiment le bonheur, quoi. C'est vrai, on sent qu'il y a un lâcher-prise super profond qui arrive. Alors c'est lié aussi, je voulais vous parler du temps aussi, parce que moi, ça m'a toujours, je me suis redemandé ce que c'était que le temps. Bon, Étienne vous en parlera peut-être cet après-midi, je ne sais pas si c'est prévu, mais vous savez que le temps, c'est une notion qui a été aussi beaucoup remise en cause en physique, en relativité, en physique quantique, mais là, je vais vous parler plus de l'expérience qu'on peut avoir du temps. Et en méditation, on vous dit toujours, lâchez le passé, ne remâchez pas le passé, et n'anticipez pas le futur. Ne créez pas des scénarios futurs, restez dans l'instant présent. Ça, on comprend. Pour l'instant, on comprend. Okay. Donc, et en fait, on vous dit aussi que le futur n'existe pas. Le futur, c'est une projection mentale. On a des scénarios sur quelque chose, mais le futur, il est nulle part. Il n'est pas existant. Le passé non plus. Si vous pensez à Louis XIV, il est nulle part. Mais il est uniquement dans vos pensées du présent. Donc en fait, il n'y a que l'instant présent qui existe vraiment. Ça, c'est un premier point.
Et le deuxième point, c'est que cet instant présent, il est toujours là. Il est toujours là, il est comme on pourrait dire éternel. Et non seulement il est éternel, mais il est toujours frais, toujours jeune. Quel âge a l'instant présent? Et chaque instant, en fait, c'est un premier matin du monde éternellement présent. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument, quand on en a une petite expérience, c'est vraiment ça, le but de la pleine conscience, au-delà de la technique, c'est d'avoir cet œil qui permet de voir cette fraîcheur éternelle, en fait, de l'instant présent. C'est pour ça que c'est très très bon contre le vieillissement, par exemple, la pleine conscience. Contre le fait de devenir un vieux bougon. Parce qu'en fait, on peut rester jeune, moralement, et puis aussi même physiquement, ça fait aussi beaucoup de bien. Mais voilà, vous voyez, c'est juste un truc comme ça. C'est-à-dire malheureusement, à cause de nos ruminations mentales, on passe notre temps à dire oh, je suis vieux, ou je vieillis, ou ceci. Mais dans notre esprit mental, il peut y avoir tout plein de problèmes. Mais quand on lâche le mental et qu'on reste dans l'expérience de l'instant, là, c'est complètement différent. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau monde, en fait. C'est carrément un nouveau monde. Il y a une innocence première. Je crois que moi, j'aime beaucoup les enfants, les petits-enfants surtout. Et il y a une sorte d'innocence première dans la pleine conscience qui est très très belle. Donc voilà, ça c'est un aspect dont je voulais vous parler. Alors je vais vous parler d'un piège maintenant de la pleine conscience. Le piège, c'est de trop contrôler l'esprit. Vouloir faire le vide, vouloir être attentif, vouloir, vous voyez, vouloir quoi. Vouloir serrer le kiki un peu à l'esprit, si vous voulez, pour qu'il marche comme vous voulez. Et ça, c'est un défaut qu'on trouve dans les centres bouddhistes. J'ai beaucoup vu ça. Les gens qui font des longues retraites et qui s'appliquent à faire une méditation parfaite. Voilà. Alors ça, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux parce que, du coup, vous contrôlez l'esprit. C'est-à-dire que vous avez un surmoi méditatif qui vous regarde constamment en vous regardant si vous êtes bien attentif. Et ça tue la spontanéité, ça fait se prendre au sérieux, ça fait se croire qu'on est spécial. Ça a des tas de... Bon, pour ceux qui méditent presque pas, il n'y a pas de danger. Hein, si vous en faites 10 minutes par jour, il n'y a pas trop de risques. Mais pour les gens qui se prennent au sérieux là-dedans, ça peut être super dangereux. Ça peut être super dangereux. Comme dans tout, ouais. Ouais, comme dans tout. Bah oui, bien sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est le danger, mais bon, forcément, hein, il y a forcément un danger. Voilà. Alors, un autre élément aussi par rapport aux arbres, maintenant. C'est que hier, là, Eric nous a un peu parlé des arbres et de leur communication entre eux, etc. Et vous savez peut-être aussi qu'en physique quantique, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui montre qu'en fait, la véritable nature de la réalité est non locale, elle n'est pas divisée en éléments séparés par de l'espace et du temps. En réalité, beaucoup de physiciens pensent que dans une seule particule, il y a toute l'information de l'univers. Pour l'instant, c'est en train de, ça fait partie des idées qui sont en ce moment développées. Et donc, avant, on croyait que chaque chose était séparée par de l'espace et du temps, et que c'était des entités différentes. Alors que maintenant, on se rend compte que ça peut être deux entités identiques qui apparaissent simultanément en deux endroits différents ou en deux temps différents. Et donc, de la même façon, en méditation, là, il ne s'agit pas de conception scientifique, il s'agit d'une expérience directe. Eh bien, en méditation, eh bien, quand vraiment on peut le sentir à certains moments, il y a des barrières qui s'éloignent. Vous voyez, on a moins ce sens de la dualité moi et l'autre. Moi, je suis là et vous êtes là-bas, le monde est là-bas. Ces choses-là se dissolvent un peu, s'évanouissent un peu, toutes ces barrières qu'on peut avoir entre soi et les autres, et on peut avoir un sens vraiment d'une conscience beaucoup plus large que la conscience individuelle, personnelle, qu'on oppose, vous voyez, à l'autre, quoi, le côté moi et l'autre. Hein, c'est que ça peut très bien, on peut rentrer dans une sorte de communication beaucoup plus universelle. Et ça, on peut le sentir, même subtilement. Quelquefois, quand on se relève d'une méditation, on sent qu'on est quelque part plus en harmonie, plus en
on est plus en contact finalement avec l'univers, alors qu'avant on était un peu en opposition, on avait l'impression de se battre un peu dans un monde hostile. Puis là on sent qu'on peut couler finalement dans le monde plutôt que de se battre contre lui. Donc vous voyez, ce petit sens-là de non-dualité est très important aussi. Alors oui, là j'essaye de vous donner vraiment des choses assez avancées finalement, hein, de vraiment le véritable esprit de la pleine conscience, pas juste les techniques de base. Juste pour vous faire sentir que ça va très loin tout ça. Ça va très loin quand on le pratique de plus en plus. Est-ce que tout le monde peut méditer après toi? Est-ce que c'est... Ah bah il y a des contre-indications. Non, je fais ça. Comme s'il y a des gens qui disent j'y arrive pas. Non mais parce que quand vous dites j'y arrive pas, c'est un peu comme je dis j'arrive pas à respirer. C'est bon, je veux dire on respire tous, tu vois. Je vais vous donner encore une petite histoire. Tiens, vous vous rappellerez l'histoire du chien, hein, le chien Claire-Marie, ça s'appelle. Bon, retenez bien ça. Ah ben non, mais le nom est très important dans l'histoire. Sinon, ça marche pas avec un autre nom. Alors maintenant, c'est l'histoire d'un jésuite et d'un janséniste. Non, d'un jésuite et d'un franciscain qui sont au monastère. Et donc, et puis alors, ils ont envie de fumer pendant la prière. Alors évidemment, ils se disent, si on demande ça au père abbé, il va jamais vouloir. Donc effectivement, le franciscain va voir le père abbé, lui dit « Père, est-ce qu'on peut fumer pendant la prière ?» Le père abbé scandalisé, mais enfin ça va pas, vous n'y pensez pas, quelle honte, quel scandale, etc. Bon. Le franciscain revient voir son copain jésuite et lui dit « C'est interdit, le père abbé a dit non ». Alors le moine jésuite dit « Oh putain, moi je vais aller lui demander ». Alors il va voir le père abbé et lui dit « Est-ce qu'on peut prier pendant qu'on fume ?» Et le père abbé a dit très très bonne idée, excellent. Et donc il est tout content, il revient et voilà, et c'est gagné. Et bien la méditation c'est un peu pareil si vous voulez. Si vous dites j'arrive pas à faire de la méditation, hein, ou alors j'ai trop de choses à faire pour méditer, évidemment là ça sera en contradiction. Par contre si vous vous rendez compte que toutes les actions que vous faites, elles peuvent être en pleine conscience, et il y en a sûrement qui sont déjà en pleine conscience sans même que vous le formuliez. Dans la vie, il y a toujours des moments où on est en pleine conscience, hein, tout simplement parce que la conscience, c'est notre état naturel. Et donc, peut-être que quand vous écoutez votre musique favorite ou quand vous faites votre sport favori, peut-être que vous êtes vraiment, voilà, vous êtes dans l'instant présent et vous en jouissez et vous êtes vraiment là, hein, au moins pendant des périodes. Donc, vous voyez bien qu'il y a vraiment une possibilité, une véritable possibilité de méditer, même sans le savoir, si j'ose dire. Hein. Et alors, quant à l'histoire de faire le vide, hein, j'y tiens vraiment à ça, c'est vraiment une sorte d'erreur, on ne sait pas pourquoi les gens ont commencé à dire ça. Il ne s'agit pas du tout de faire le vide. Une méditation peut être pleine de créativité, pleine d'idées, mais simplement ces idées, elles sont comme dans l'espace, elles ne gênent pas, elles ne nous obstruent pas, on ne les suit pas, on ne tombe pas sous le pouvoir des idées, on les laisse passer. Et moi, ça m'est arrivé en pleine nuit, quelquefois, de me réveiller, et je sens que peut-être j'ai fait un mauvais rêve ou un truc. Et souvent, si je reste allongé, ça passe pas trop. Par contre, si je me mets en posture de méditation, je laisse passer, je m'aperçois que quelquefois, ça passe à un peu comme la guerre des étoiles. Là, c'est un peu... Et en fait, je me rends compte que je peux très bien, mais dans cette posture, en fait, je me rends compte que je peux très bien laisser passer tout ça. Et du coup, ça s'épuise. Et au bout de 5 minutes, je me rallonge et je m'endors. Hein, donc il y a vraiment une possibilité, vous voyez, d'être avec. Hein, la pleine conscience, c'est être avec l'esprit tel qu'il est, sans le manipuler, sans vouloir le changer. Simplement, être conscient, sans jugement, et en restant légèrement attentif à un objet, comme le souffle, ou comme un objet d'attention. C'est tout. Et à ce compte-là, tout le monde peut s'exercer à le faire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à vous exercer à le faire dans des occupations où ça vous est facile. Par exemple, peut-être qu'en randonnée, là, vous avez peut-être ressenti, de toute façon, que ça montait tellement qu'on ne pouvait pas trop parler, donc c'était encore génial. Vous verrez, dans mon livre, là, j'ai décrit je pourrais peut-être vous le lire, tiens, en conclusion, il y a un passage sur la marche en montée. Parce que quand j'ai découvert la méditation, c'était à 19 ans, 17 ans, quand je suis allé en montagne pour la première fois dans les Pyrénées, il y avait une montée un peu comme ça, mais plus longue. Et il fallait aller tout doucement, bien sûr. Et vraiment, cette marche très lente, comme ça, eh bien, pour moi, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Je ne connaissais pas. Et ça, c'était bien avant de connaître la méditation officielle, si j'ose dire. Et donc, commencer par un acte
que vous faites naturellement en pleine conscience. Ça peut être la vaisselle, ça peut être un trajet quotidien dans un jardin, ça peut, je sais pas, enfin ça peut être plein de choses. Écouter une musique que vous aimez, voir un visage ou avoir une conversation avec quelqu'un que vous aimez aussi. Quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, vous pouvez être en pleine conscience. En ce moment, moi je peux très bien être en pleine conscience et vous parler. La pleine conscience corporelle, par exemple, ça sert énormément aux orateurs, aux conférenciers, aux enseignants, aux gens qui interviennent. Parce que le corps, il parle, il sait le corps, il sait ce qui se passe en fait. Dans les sensations corporelles, vous avez un baromètre qui vous dit comment les choses se passent. Donc si vous restez attentif aux sensations corporelles, c'est très très propice à la pleine conscience. Je veux dire, ça vous permet ça vous donne une intelligence émotionnelle en fait. Donc voilà, donc moi je vous dis, le conseil pratique, c'est, si vraiment vous voulez faire quelque chose avec ça, c'est tous les jours, quelques minutes de pleine conscience immobile. Vous asseyez tranquillement, vous regardez le souffle, vous lâchez la valise du passé, vous lâchez la valise du futur, et puis une fois que vous n'avez plus de valise dans les mains, vous êtes beaucoup mieux, et vous respirez tranquillement, vous écoutez quelque chose, une petite fontaine, un bruit, je sais pas, quoi que ce soit, une musique ou autre, voilà, vous restez en silence. Ou alors vous faites un scan corporel par exemple, c'est-à-dire la prise de conscience des différentes parties du corps en pratique guidée. Ça c'est très bien aussi quotidiennement à faire. Donc vous voyez, chaque jour un petit moment, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de pratique où on fait rien, où il n'y a rien, il ne se passe rien. Et puis tous les jours, un acte en pleine conscience. Par exemple, le petit déjeuner en silence, en pleine conscience, par exemple, si vous êtes seul. Ou alors, je sais pas, 10 minutes de trajet quotidien à pied en pleine conscience. Vous voyez, donc vous prenez un petit objectif, mais pas trop grand, pas trop grand. Parce que si vous prenez trop grand, vous le ferez une semaine et puis vous en aurez marre. Donc tous les jours, un petit moment de pratique formelle et un petit moment de pleine conscience dans l'action. Et ça, en fait, le point clé, en fait, c'est de le faire tous les jours. Pas seulement quand c'est comme l'exercice physique, si vous voulez. Si vous faites du fitness, mais que vous en faites uniquement de temps en temps, ça a moins d'impact que si vous faites un petit exercice de 10 minutes, par exemple, tous les jours. Donc, c'est un peu le même truc. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, maintenant on passe aux questions. Il va falloir s'arrêter, donc on fait des questions maintenant. 2-3 questions, et puis on s'arrêtera. Vous avez des questions? Mais il y a ça, c'est pas mal ça. Oui, la posture, non, mais c'est ça. Alors, voilà, posture. Traditionnellement, dans le bouddhisme et l'hindouisme et toutes les traditions orientales, vous avez la posture dite en lotus, c'est-à-dire les jambes croisées sur un coussin. Alors cette posture-là, quand on l'aime bien, c'est-à-dire quand on a une facilité à la prendre, elle est vraiment très, très propice, c'est sûr. Quand on a le corps fait ainsi que c'est agréable. Par contre, si c'est une douleur de la prendre, moi, je vous déconseille vraiment parce que le but de la méditation, c'est d'apprécier, d'être détendu. Si vous êtes en train de souffrir dans une posture, c'est vraiment pas le bon moment pour commencer. Donc, je vous dis, on peut essayer la posture. Alors, par exemple, sur ces plans inclinés, sur ces montagnes, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin de coussin. Vous vous mettez sur un plan incliné, comme j'ai fait d'ailleurs quand j'étais à la petite clairière, et puis vous asseyez les jambes croisées avec l'inclinaison. Là, c'est très agréable, on est bien assis. Mais sinon, la posture, ça peut être toute posture. Par exemple, on peut faire des méditations allongées, debout, assis sur une chaise comme celle-là, sans aucun problème. Voilà. Donc, il n'y a pas de... L'important, c'est d'être à l'aise et de se mettre aucune contrainte, de vraiment que ce soit un moment de bien-être. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Oui, merci. Alors... Donc là, j'ai amené ce petit livre de méditation en marche en montagne. Et puis mes autres livres vont arriver cet après-midi avec la librairie. Il y a un petit guide de la méditation, c'est parti. C'est un petit guide pratique, là, pour le coup, aussi, pour ceux qui veulent commencer. Donc merci beaucoup. Et puis appréciez cette journée en pleine conscience. C'est trop beau quoi, d'être ensemble ici. Donc c'est le moment parfait. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, je voulais vous lire, mais je ne sais pas si on a le temps de lire un Avant petit de descendre, avec plaisir. On descend. On descend. Nous, on redescend. Ah oui, pour le match de foot.
Pleine conscience. Quelle heure? Mais il est que 13. Vous avez 2 minutes pour glisser un passage ou c'est trop? Vas-y, je te tiens. Attends, on va voir. Le match de foot, il est à quelle heure? 16 heures. C'est 13h. Je veux bien que tu me tiennes le micro. Ouais. Dans l'air piquant et le demi-jour du petit matin, Olivia monte à pas lents dans la forêt profonde de sapins. Le brouillard dense étouffe les bruits et limite la vue à quelques pas. Le démarrage a été difficile. Après la traversée de la rivière en fond de vallée, les pistes s'entrecroisaient et elle a dû rebrousser chemin plusieurs fois. Mais maintenant, le sentier de terre, de pierre et de racines s'élève en lacets réguliers. Elle est bien établie dans le rythme du montagnard, égale, posée, sans commencement ni fin. Les guides peuvent le maintenir toute une journée et même toute une nuit, sans arrêt ni repos. Elle sent l'odeur de la résine. L'air humide se condense en une légère rosée qui se dépose sur son visage, ses mains, son sac à dos. Le silence est rarement troublé par les légers craquements de petits rongeurs qui regagnent leur repère. Parfois, un écureuil apparaît fugitivement au sommet d'une branche, puis s'évanouit dans un frémissement de brindilles. Petit à petit, l'agitation mentale s'est épuisée dans la durée et l'effort. Elle s'est établie dans la présence de chaque pas, balancement régulier propice à l'apaisement. Le pied se pose sur les racines et les pierres du chemin, l'équilibre se déplace doucement vers l'avant, l'autre pied se pose. Commencée dans l'agitation et la rébellion mentale, la montée la relie à l'harmonique fondamentale de son être. Ici, sur cette pente, parmi les hauts sapins silencieux dont le faîte se perd dans la brume, la conscience de chaque mouvement prend une densité tellurique particulière, à l'image de la grande montagne. Oubliez l'attente de l'arrivée, oubliez l'esprit instable pris dans un flot de passé confuse. Comme la fine pointe d'un crayon bien taillé, le temps lui-même semble se raffiner et se condenser en une pure présence de l'instant. Calme et acuité sont ses compagnons de route. De cet effort réglé, de ce rythme imposé par les éléments, naît paradoxalement un sentiment de liberté nouvelle, dense et forte. La brume qui l'enveloppe ajoute une note intemporelle en annulant même l'idée de départ et d'arrivée. Rien n'existe que le chemin. La haute futaie noyée dans la brume, l'odeur de la terre humide, des mousses et de la résine, le léger contact de la semelle sur les pierres. Le cours de chaque pas, lente progression suspendue hors du temps, sur un versant oublié de l'agitation du monde et des hommes. Bravo. Génial.